On va débuter. Donc la commission de la programmation culturelle de l'école avait proposé en fait, l'été dernier que des enseignants de l'école puissent présenter, parler de leur travail, notamment leur travail de praticien. Et David Joucan, maître de conférence associé, en poste à l'école depuis plus de 3 ans maintenant, non, 2 ans. Puis c'est la 2e année. Très bien, a proposé de parler de son travail avec son associé Pierre Frineau. Et notamment donc, de la manière de penser le rôle de l'architecte dans les projets de logement. Donc au nom de Thierry Verrier et de l'école, je vous remercie d'avoir accepté de venir nous en parler. Je vous remercie d'avoir accepté aussi d'être filmé pour que ça puisse être sur la chaîne YouTube de l'école. Et je vous propose de commencer. Très bien, juste quelques mots de remerciement donc, à l'école de Montpellier de nous recevoir. Et effectivement, donc, j'enseigne depuis septembre 2023 à Montpellier. Mais bon, il s'agit du travail de Remington Steele, donc je ne pouvais pas ne pas faire cette conférence sans mon associé, donc Pierre Frineau. Et c'est important parce que, bon, pour faire court, quand même, on travaille vraiment ensemble sur les projets. Donc c'est une vraie association, on va dire, de pensée autour de l'architecture. Voilà. Donc commençons. Donc Remington Steele, voilà, Pierre Frineau, David Joucan. On a choisi ce titre, standard, non standard, pour parler du logement. Pourquoi? Parce que, à la réflexion, quel rôle est-ce que l'architecte peut avoir dans la conception et la réalisation de logements? En particulier aujourd'hui où on peut avoir le sentiment quand on travaille sur un projet de logement, que ce soit pour les promoteurs ou pour les promoteurs, oui, puisqu'il n'y a plus beaucoup de bailleurs sociaux qui commandent des logements, malheureusement, on peut avoir le sentiment qu'on nous confisque bon nombre on va dire de paramètres, peut-être de plus en plus. En tout cas, c'est un sentiment qu'on peut avoir depuis la vingtaine d'années qu'on pratique. On nous confisque le programme, bon ça c'est pas vraiment nouveau, c'est quand même difficile ou assez rare de proposer une répartition typologique ou des surfaces ou des locaux en plus. On nous confisque la réflexion sur le confort thermique et acoustique, c'est la prérogative désormais du bureau d'études fluides, du bureau d'études environnementaux, alors que je pense qu'on a quand même largement notre mot à dire. La dimension des ouvertures aussi, hein, tout est normalisé de plus en plus avec les calculs de Bébio aujourd'hui, la RE 2020. La hauteur sous plafond, la surface des pièces aussi. La surface des pièces, puisque finalement il n'y a que le séjour qui n'est pas réglementé dans un logement. Toutes les autres pièces le sont, la chambre, la salle de bain, la cuisine. Bon, donc il y a un risque, et on le pense, quoi, de voir émerger un logement standardisé, c'est-à-dire conforme à un standard, à des normes. On parle beaucoup de la norme en ce moment, hein, et donc le logement standardisé, c'est un logement fortement normé. Le mot standard, on a un peu regardé étymologiquement, ça vient du vieux français étendard, et c'est intéressant parce que étendard, c'est le signe de ralliement, le symbole. Donc voilà, le symbole, c'est quand même intéressant. On construit du logement pour habiter, mais de quoi le logement est-il le symbole? On a réfléchi 2 minutes et assez classiquement, bon, le logement, c'est un symbole de sécurité, l'abri contre les éléments et les dangers extérieurs. C'est l'abri. Hein, l'homme a cherché à s'abriter des dangers extérieurs dès son origine. L'identité, un espace où les individus peuvent exprimer leur personnalité et leur style de vie. La communauté aussi, un espace où on vit ensemble, où on se rencontre, où on fait société. Donc, les amis, les voisins contribuent à la cohésion sociale. Bien-être et santé, offrir des conditions de vie saines, d'hygiène, eau courante, chaleur, fraîcheur, air renouvelé. En remontant pas forcément très loin dans l'histoire,
ce qui fonde sans doute le logement social, c'est l'expérience de Guise, de Gaudin, et il y a eu de la part de cet industriel, une réflexion assez profonde sur comment loger dignement ses ouvriers. Et c'est sûrement, c'est pas un point de départ, puisque c'était fondé sur des réflexions socialistes à l'époque, mais en tout cas, c'est une œuvre construite, on va dire, qui parle vraiment de ça. Puis évidemment, le mouvement moderne a embrayé sur ce, en tout cas, voilà, comment on voit les choses. Droit et justice sociale aussi, le droit à un logement décent est reconnu comme un droit humain fondamental. Enfin, devrait être reconnu comme un droit humain fondamental. Là, je crois que hier, enfin, le thème est d'actualité. Hier, il y a eu le rapport de l'ancienne Fondation Abbé Pierre, je ne sais plus comment elle s'appelle, je pense qu'il faut qu'elle trouve un nom, un autre nom aujourd'hui, mais qui nous montre qu'il y a un sérieux problème de logement en France. Je crois que c'est 420 000 ou 350 000, je ne sais plus, sans-abri, et 4 millions, oui voilà, 350 000 sans-abri, 4 millions de logements indignes en France. Bon. Donc c'est un sacré sujet. Bon, je ne sais pas si on va régler tout ce soir. Mais en tout cas, ce qu'on constate peut-être un peu trop aujourd'hui, c'est que le logement, c'est trop souvent un investissement locatif, un investissement financier important. Et finalement, tout un chacun est invité par sa banque à se défiscaliser en achetant des logements loi Pinel. Je dis tout un chacun parce qu'il suffit de... On n'est pas forcément riche pour se voir proposer ce type d'investissement défiscalisant. Mais est-ce qu'on construit du logement pour que des gens habitent dedans? Ben, en fait, c'est quand même une sacrée question et je pense que malheureusement, de moins en moins. Alors, on a regardé un peu les standards. Le fameux Tubar là, des années 60-70, le T3 de 72 mètres carrés, qui était originellement plutôt bien réglé, réglé pour que on puisse avoir un coin nuit, un coin jour, avoir un séjour, une cuisine assez grande, et puis des trames constructives, là on va parler un peu plus d'architecture, des trames constructives qui sont intéressantes parce qu'elles permettent de plomber le parking, et puis de faire en sorte d'avoir un bâtiment d'une épaisseur de 16 mètres, donc exactement l'épaisseur d'un parking, et donc bon, ça, voilà, tout plombe, tout fonctionne bien, structurellement c'est plutôt rationnel, et donc sans doute économe. Et puis ce standard, il s'est un petit peu rétréci. On est un peu sur les mêmes bases, le fameux T3 là, qu'on va trouver d'un côté de la cage d'escalier, on le verra tout à l'heure, mais ce T3, il fait plus 72 mètres carrés, il fait 60 mètres carrés, il fait 5 mètres 37, parce que c'est une chambre de 2,50, plus une cloison de 7, plus une chambre de 2,80, la chambre PMR, la fameuse chambre normée. Voilà, donc on passe de 6 mètres de trame à une trame à peu près 5 mètres 37. Le parking fonctionne toujours à peu près, mais on voit bien qu'en termes d'épaisseur, il y a une différence entre le parking et le bâtiment qui est au-dessus. Alors bon, ça c'est un petit peu un archétype, évidemment tous les logements malheureusement ne sont pas aussi bien que ça. Là on est encore dans quelque chose de plutôt pas mal puisqu'on a un logement traversant. Or on sait que malheureusement on construit encore beaucoup de logements T3 non traversants de part et d'autre d'une circulation centrale. Voilà, donc c'est un petit exercice, un petit schéma qui permet de mettre en regard deux standards, un plus ancien et un plus récent. On voit qu'on a perdu 17% de surface, donc 12 mètres carrés, et puis que structurellement ça marche un petit peu moins bien, il y a un petit peu moins de rationalité. Et donc tout ça pour parler d'une petite expérience. Là, on a fait un concours de promoteurs. On travaille peu avec les promoteurs, pour ne pas dire pas du tout, et là, on nous a proposé un concours, on a accepté d'expérimenter. On est à Saclay, en région parisienne. Je vais assez vite sur ce projet, qui n'est pas un projet qu'on veut présenter, on va dire, de manière ostensible, mais bon, on le présente quand même par rapport à cette introduction un peu longue sur la question du logement. Voilà, c'est un
un projet qui est plutôt pas mal architecturalement, enfin qu'on assume bien, et qui justement met en œuvre ce fameux standard. Donc on va le prendre ici par exemple, où on a donc le cage d'escalier ascenseur. Bon, on a réussi à mettre la cage d'escalier en façade, ce qui est pas mal, ça donne un éclairage naturel dans l'escalier. De part et d'autre de cette cage d'escalier, un T3, donc le T3 que je présentais tout à l'heure, et puis le T2 en face de l'escalier, donc T2 non traversant. Voilà. Et ça, on va dire cette juxtaposition de T3, T2, T3, on va le retrouver de manière extrêmement fréquente aujourd'hui dans la production de promotion de qualité. Parce que dans la production peu qualitative, c'est pire que ça. Mais on a un long couloir central et puis des appartements de part et d'autre. Voilà. Et par exemple, pour être assez précis, le village olympique, quand on regarde les plans du village olympique qui nous a quand même été présenté comme très qualitatif avant l'été, bon, ce sont des plans comme ça, avec cet archétype-là, donc ce standard, là aussi, donc un T3, un T2, un T3. Voilà. On va dire que c'est un standard. Donc en coupe, bon, ça donne quelque chose de... Voilà, un projet plutôt bien. Là, on avait des ambitions un peu environnementales, plutôt élevées. On avait aussi des demandes quant à la hauteur sous plafond, dépasser les fameux 2,50, donc c'est plutôt pas mal. Bon, et on est quand même un peu déçus. Alors déjà, on a perdu le concours, mais on est quand même un peu déçus parce qu'en fait, à l'origine, nous, on avait proposé quelque chose d'un petit peu hors standard. Je vais peut-être zoomer un peu. Et ça va introduire le premier projet que Pierre va présenter tout à l'heure, où on avait créé une grande épaisseur, puis fait une sorte de cour intérieure avec des coursives qui distribuaient donc des duplex qui étaient décalés d'un niveau sur l'autre. Voilà, bon, voilà, on avait cherché dans un premier temps à faire autre chose que du simplex autour voilà, de cette fameuse cage d'escalier, T3, T2, T3. Bon, et puis ça avait plus, le promoteur nous avait plutôt laissé travailler sur cette hypothèse. Et bizarrement, celui qui a pas du tout adhéré à ça, c'est l'aménageur. L'aménageur lui-même, donc, en fait, dans les épaisseurs de bâtiments qu'il promeut, eh bien, il va vers ce standard, donc cette fameuse épaisseur de 12,40 m environ, ce T3, T2, T3. C'est un peu dommage. Donc on s'est dit, on va essayer de présenter trois projets un peu hors standard, ou en tout cas montrer comment on a parfois un petit peu tordu le standard. Je laisse la parole à Pierre qui va... Ah, attends, il faut que je dézoome un peu. Voilà. Vas-y. On n'arrive pas à passer... Attends, je réessaye. Vas-y. Voilà. Ouais. Donc il s'agit d'un projet de 20 logements collectifs à Dunkerque, donc à l'opposé de Montpellier, on est dans le nord de la France. Voilà, une première image. Donc en fait ce projet est issu d'un concours qui à l'origine était, enfin la demande était de la réalisation de 30 logements individuels et de 20 logements collectifs dans une opération de renouvellement urbain et donc dans une ZAC. Et à l'issue du concours, donc le maître d'ouvrage a choisi deux équipes, une pour construire les individuels, et nous, jeunes petits parisiens, on a hérité des 20 logements collectifs qui se trouvent donc ici. Et donc on avait ici de l'individuel juxtaposé en bande, en locatif ou en accession. Donc ce projet étant en ZAC, on avait eu une fiche de lot qui avait été faite par une agence du nord de la France, KVDS, et qui nous a finalement assez peu inspiré, une forme de faisabilité, donc qui nous demandait sur une parcelle assez grande finalement de construire 20 logements, et on s'est vite rendu compte que la densité n'était pas en proportion à la taille de la parcelle. Et donc voilà, ce qu'on nous demandait c'était 2 plots d'entrée comme ça, 2 plots un petit peu plus allongés ici, tout ça organisé le long des rues avec un jardin, donc enfin, un espace paysager central qui n'avait finalement de jardin que le nom, puisqu'il s'agissait ici de stationner les voitures en surface et tout ça à niveau avec la ville.
Donc quelque chose qui nous posait question. Et donc on a cherché en fait, une forme urbaine, enfin une unité urbaine en tous les cas à l'échelle de la parcelle, avec finalement assez peu de logements, 20 logements, ce qui était très peu pour occuper cette parcelle. Et une parcelle aussi qui avait une situation en transition entre du collectif ici R3, R6 des années 60-70, donc avec des formes un peu libres, aujourd'hui résidentialisées, donc avec voilà, un tapis végétal, des objets, quelques petites barrières en limite foncière. Et puis un autre tissu de l'autre côté, donc à l'ouest de la parcelle, qui lui était un tissu pavillonnaire ouvrier et donc de maisons jumelles accolées les unes aux autres sur des formes de parcelles en lanière avec donc la voiture dans la rue, hein, puisque à l'époque il n'y avait pas encore on n'avait pas encore le garage dans ce tissu basse-lit, et puis le jardin à l'arrière. Et donc, qu'on retrouve ici à travers ces deux diagrammes, donc cette maison individuelle juxtaposée, et puis le petit collectif avec le jardin partagé et le travail sur la juxtaposition et donc l'empilement. Et finalement, de tout ça, alors ici une référence de l'agence Nindos qui s'appelle Ed Cassan à Amsterdam, et qui était finalement, David vivait à l'époque aux Pays-Bas, mais on a visité pas mal de projets là-bas, et avec des systèmes typologiques qui nous intéressaient bien et qui finalement étaient assez innovants. Et la richesse des systèmes typologiques néerlandais, c'est qu'ils arrivent à installer sur des socles, communs leur logement, avec un espace qui devient au centre un espace partagé par les habitants. Et donc ça permet de s'approprier ces espaces, en tous les cas de les mutualiser et de les partager. Et donc ici, l'espace prenait la forme d'un grand deck comme ça et d'un grand platelage sur lequel les gens sortent des tables, les gamins jouent, arrivent en vélo, etc. Et cet espace devient le seuil et l'espace de distribution et d'entrée et d'accès au logement ou au hall pour les parties plus collectives. Donc par exemple ici la tour. Et donc ce dispositif nous intéressait. Et donc on l'a repris un petit peu pour trouver une typologie hybride donc sur la parcelle qu'on avait à construire, en mixant donc, il s'agissait de construire un immeuble collectif, et on s'est dit, nous, la voiture, on va la rendre discrète, on va la mettre dans quelque chose, les commerces aussi, les caves, et on va donc constituer un socle, et on va poser sur ce socle des maisons finalement mitoyennes comme les maisons qu'on a vues avant. Mais au lieu de travailler sur la juxtaposition, sur la superposition, ce qui est le mode d'empilement traditionnel dans le logement collectif, on a travaillé sur la juxtaposition. Bon, il se trouve qu'on a 4 T2, on verra plus tard ici, en raie de rue pour des personnes un peu plus âgées, donc on a partiellement une petite juxtaposition, mais l'idée globale du projet, c'était de travailler en superposition. Dans l'inverse. Et puis d'avoir des triplex pour les T4, des duplex pour les T3, et donc d'avoir une cellule traversante au premier étage, donc au niveau d'accès du jardin pour les logements, et ensuite de travailler en maisons jumelles et de jouer comme ça avec cette volumétrie. Donc le projet, l'accès des maisons se fait par un jardin partagé au centre, et finalement un peu suspendu au-dessus de la ville. Et finalement, comme le premier étage devient le niveau d'accès des logements, on s'était dit pourquoi mettre un ascenseur puisque tous les logements sont accessibles au premier étage. Donc dans le jardin, on va aménager une rampe paysager, et puis ça va devenir l'accès PMR à notre projet. Donc on retrouve ici deux petites axonométries, donc avec un petit idéogramme au centre qui fait la synthèse du logement. Donc un système de construction en bois, donc un système ossaturé et léger qui vient se poser sur un socle, lui, en béton. Donc avec des parties pleines, on va dire, pour les caves et les parkings, et des parties beaucoup plus en système poteau-poutre et mur rideau pour les parties commerce.
Donc on voit bien ce socle, la semelle ici au sud pour poser donc ces logements là en T2, la partie parking, les caves, les commerces, et puis ici la zone de pleine terre qui va accueillir la rampe. Et puis donc au-dessus ce système ossaturé, puis une enveloppe en bois pour traiter l'enveloppe. Voilà une maquette à l'époque du projet aujourd'hui réalisé. Une coupe donc, qui montre le système traversant entre la ville et le jardin, la rampe avec son système de distribution, les commerces à rez-de-chaussée. L'orientation donc des logements dont les pièces de vie sur cette partie-là, comme cette façade-là était orientée cible, les pièces de vie sont disposées sur le jardin et de l'autre côté, on est plus ici sur une façade de chambre avec des pièces de vie orientées au sud. Donc voilà les plans, donc on retrouve le rez-de-chaussée avec ici le système traversant, donc arrivé sur un patio à rez-de-chaussée un peu en double hauteur dans lequel on trouvait un escalier qui permettait également d'accéder au jardin au-dessus et puis la rentrée ici et les 4 T2 en rez-de-ville. Le niveau du dessus, donc avec ce système de refend en mob et de façade à ossature bois avec des logements donc tous traversants. Et puis une photo donc, qui vous montre, alors là c'était avant la végétalisation, hein, c'est une photo en fin de chantier, mais donc qui montre ce jardin suspendu à R+1. Avec des vraies épaisseurs de terre dans lesquelles on pouvait imaginer des potagers, des vraies plantations. Et donc ici ce système d'émergence en décalage qui permettait finalement notamment sur la façade nord, de ne pas ouvrir, mais de bénéficier ici d'orientation plus favorable par rapport à l'ensoleillement, tout en limitant la question du vis-à-vis. Et puis, il y avait ce jeu quand même, ce travail aussi sur la silhouette et la découpe du ciel. Donc ici, l'escalier qui arrive sur le niveau du jardin. Ici, une coupe de détail donc, qui reprend et qui synthétise un peu le projet, le socle béton, et ensuite... pour traiter la question du pont thermique, on a finalement posé des boîtes avec une enveloppe thermique même au niveau de son plancher. Donc la caisse est complètement isolée et elle vient se poser sur le socle béton. Donc 2-3 photos de chantier pour les étudiants ce soir. On retrouve ici donc, le socle béton, le système des murs à ossature bois et des planchers soliviers. Alors le plancher solivier, finalement, c'est une bonne solution quand on est en individuel, quand on est en collectif, ça l'est moins. Mais avec notre système, notre typologie juxtaposée et de duplex, ça permettait d'utiliser ces systèmes-là. Et puis ici, une diapo qui montre que finalement l'expression, enfin l'architectonique du bâtiment et son expression architecturale reprend l'idée fondatrice du projet. On tire un fil et puis on l'exprime jusqu'au bout. Et dans sa matérialité. Donc on retrouve alors ici les parties plus ouvertes de commerce et de hall, et puis sur les parties parking, un socle béton effectivement un peu plus fermé et sur lequel on sent bien qu'on a posé cette architecture un peu légère. Et on a fait aussi tout un travail donc, sur la question du bardage, où on avait 3 typologies de bardage, des bardages à recouvrement, des bardages jointifs et des bardages ajourés que vous avez ici à droite, qui étaient posés en fait sur les faces qui n'étaient pas exposées sur la ville, mais sur l'intérieur du cœur du lot. Et donc un bardage posé sur un pare-plis renforcé, hein, les Stamisol Color. Et puis ce détail pour vous montrer que finalement, pour aller au bout de ces idées, il faut faire ce genre de dessin avec une entreprise pour lui montrer comment on fait tourner le bardeau dans un angle de bâtiment pour qu'il garde sa continuité. C'est-à-dire que si vous ne dites pas ça à une entreprise, et si vous ne lui dites pas je veux ça, vous n'allez pas avoir le résultat que vous voulez. Donc il faut lui faire le dessin de l'encoche et lui montrer comment on fait tourner le bardeau pour justement bien gérer la question de l'angle. Donc voilà des images du projet. Donc on voit un peu les différences de texture, on retrouve la question du socle.
image de la façade sud. Donc le passage qui nous amène à l'escalier et qui monte vers le jardin. Et une photo du jardin là-haut, donc avec toujours cet escalier. Au loin, les immeubles dont on parlait tout à l'heure. Et puis la rampe ensuite qui redescend. Voilà, et on va enchaîner sur un autre deuxième projet de logement à Paris. Ouais, juste pour finir, cette question donc du hors standard, le logement qui peut être un simplex qui passe en duplex, voire en triplex pour le T4, et donc on juxtapose plutôt que de superposer. Autre, on va dire, hors standard, ou on va dire torsion du standard, ce sont ces logements à Paris, donc qui sont réalisés dans le 20e pour la RIVP. Des logements qui ont une expression, alors cette fois on n'est plus sur une expression en béton et bois, mais plutôt verre et béton, donc quelque chose d'assez années 70 finalement. Et justement à propos du standard et du non standard, donc on part de ce fameux standard T3, T2, T3 qu'on a évoqué tout à l'heure dans l'introduction, et puis on l'adapte à une parcelle qui, elle, est très particulière. Sur la rue, on a évidemment une façade, et puis on en a une sur cour ici, qui est orientée nord-est, mais toute cette partie ici, c'est un pignon. Un pignon qu'on va pouvoir percer pour trouver des jours de souffrance, mais c'est une partie, on va dire, plutôt mitoyenne. Voilà, donc finalement, peu de façades. Peu de façades, un bâtiment qui va s'épaissir. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour retrouver de la lumière et distribuer à partir du standard les pièces de vie pour redistribuer finalement, pour retrouver une habitabilité le long de ces façades, de ces courtes façades. Finalement, quand on prend le linéaire de la parcelle, on a 40 à 45% seulement de linéaire de façade disponible. Voilà. Ce qui nous a donné l'idée de tout vitrer. On s'est dit, puisqu'on n'a pas tant de façades que ça, allons-y, on va tout vitrer. On le verra tout à l'heure. Et donc, à partir de ce standard, on a une adaptation d'un plan. On retrouve la cage d'escalier sur l'arrière, on retrouve donc des pièces de vie, évidemment, sur la façade sur rue qui est plein sud, et puis on positionne un logement traversant, un grand T4 ici, avec donc 3 chambres sur la cour et un séjour à la forme un peu singulière sur la rue. Mais étant donné qu'on a une cuisine ouverte, on se retrouve avec finalement, quand on est dans le séjour, la perception, enfin la vue sur la cour et la vue sur la rue. Alors pourquoi cette parcelle? Cette parcelle, en fait, elle est issue d'un redécoupage haussmannien. On a à l'origine un parcellaire dont on voit là qu'il est plutôt orienté nord-est, sud-ouest. Et puis Haussmann arrive et redécoupe, tranche en fait dans le vif, dans la ville, crée ses boulevards, ses rues quasiment perpendiculaires. Et puis on voit bien la succession, la juxtaposition là aussi, donc de façades quasiment de linéaires identiques. Et finalement, peu importe ce qui se passe derrière, ce qui compte, c'est la façade qui est devant. Et on est dans la rue, en présence donc, de bâtiments plutôt qualitatifs. Donc le bâtiment d'angle, le bâtiment qu'on voit ici, c'est un bâtiment purement haussmannien, donc pierre de taille, etc. etc. Et puis un petit peu le bâtiment qui est juste à côté du bâtiment qu'on a construit, lui, c'est plutôt, je dirais, années 40, 30, 40, ouais, 40. Ouais, voilà, dans ces eaux-là. Et donc, nous, on a cette parcelle qui est une dent creuse, là, et on vient finalement la combler avec une écriture assez, la plus contemporaine possible, on va dire, assez même un peu minimaliste, mais qui, quand même, essaie de tisser le lien grâce à la poursuite des corniches, des horizontales, faire en sorte, quand même, de se raccrocher dans ce tissu.
et donc créer, raconter une nouvelle histoire dans ce morceau de ville. Le 20e, c'est un arrondissement de Paris où il y a vraiment un foisonnement d'architecture. Il n'y a pas une unité architecturale et c'est vraiment tout ce qui fait l'intérêt de ce quartier. On le voit d'ailleurs hein, sur voilà, ces photos où on voit bien qu'il y a différentes époques qui coexistent. Il y a différentes populations qui coexistent. C'est vraiment un quartier extrêmement mixte. Donc c'est plutôt intéressant. Et le fait d'ouvrir ce bâtiment et de créer quelque chose d'assez transparent, en particulier depuis les logements, c'était aussi offrir à la vue, on le verra tout à l'heure, le 20e arrondissement et cette diversité d'architecture, cette diversité d'époque. Voilà, donc on voit des immeubles extrêmement décorés dans les angles, hein, donc les angles qui tiennent les axes ou les rues ouverts par Haussmann, et puis sur voilà, l'histoire elle doit se continuer entre ces angles-là. Donc là, on va passer un peu les plans des niveaux rapidement, mais voilà, à chaque fois, donc des plans qui doivent s'adapter, qui doivent jouer avec la géométrie, qui doivent trouver la place des espaces avec le plus de confort possible. Donc on a un commerce à cet endroit-là, et puis on a un hall qu'on a voulu le plus grand possible. On s'est un peu battu pour pas avoir un local vélo, mais pour que le hall devienne le local vélo. Et pour ça, plutôt que de l'appeler un hall, on l'a appelé un porche. Et puisque ce porche, il est ventilé et ajouré, c'est plus un hall, et donc on a eu le droit de ne pas faire un local fermé pour les vélos. Voilà. On parlait de normes tout à l'heure, celle-là, elle est singulière. Il suffit donc de dire que, et de faire en sorte que cette grille-là soit pas fermée, étanche à l'air et à l'eau, mais seulement une fermeture. Et à ce moment-là, puisque c'est ventilé, alors c'est un porche à la parisienne, et on peut installer les vélos dedans. Voilà, ça donne ça. Donc c'est quelque chose d'assez brutal, brutaliste, un peu béton, avec quelque chose d'assez fonctionnel, d'assez radical, on va dire. En tout cas, l'expression de la structure est là, de la matérialité aussi. Voilà. Et puis, quand on pénètre dans la partie, on va dire, plus résidentielle, donc on passe la porte de palier, enfin, on va vers les paliers. Alors là, on a réussi à trouver un petit peu de matérialité plus hôtelière, plus chaude, plus résidentielle. Alors c'est du logement social, la RVP, donc logement social, et c'est du PLI. Du PLI, donc ça veut dire que c'est du social, mais c'est le social plus, ouais, on va dire. Voilà. Oui, c'est bien habité, on va dire. Social plus. Donc on incruste les paillassons, et puis on trouve voilà, on essaie de dissimuler l'acoustique aussi des paliers dans des tentures micro-perforées. Bon, on a un petit peu d'argent pour faire ça. Et voilà, un plan d'étage courant, donc la fameuse torsion du standard dont on parlait tout à l'heure, hein, qui fait en sorte qu'on peut avoir donc ici un T2, un autre T2 à cet endroit-là, et puis un T4 traversant. Une variante à certains niveaux, c'est d'avoir un T3 et un T1. Cette chambre ici passant dans l'autre logement, puisqu'on est sur un système assez libre, hein, poteau dalle, pour tout ce qui est structurel. Et en parlant d'argent, alors bon, c'est vrai qu'on est à Paris, que c'est la RVP, qui a, on va dire, un budget, est-ce qu'on peut dire confortable? Oui, mais ça a été construit à 2350 € du mètre carré, ce qui n'est pas démentiel, hein, des prix 2018, voilà. Bon, mais pour la petite histoire, pendant le concours, on dessine le projet, et puis Pierre et moi, on est habitués à travailler sur des projets assez rationnels, et donc à compacifier, etc. Donc on fait un projet assez compact, on essaie de positionner correctement la cage d'escalier, la distribution verticale, et puis on est satisfait du plan, on envoie ça à nos bureaux d'études en disant maintenant, allez-y les gars, chiffrez le projet. Et le projet nous revient avec un chiffrage à 3 millions. Or, on avait un budget de 3,6 millions. Et donc,
Donc, ça nous était jamais arrivé. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. On a un budget de 3 millions, ça arrive à 3,6 millions. Donc là, on engueule un peu nos bureaux d'études en leur disant « Bon les gars, il s'agirait de bosser quand même maintenant. Il y a un petit souci. » Donc on leur demande de retravailler et la note arrive et on est effectivement à 3 millions. Donc dilemme, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est architecte et qu'on a un projet à 3 millions alors qu'on a un budget de 3,6 millions. Ça ne nous était jamais arrivé, on ne savait pas trop quoi faire. On s'est dit, bon, ben, on verra bien, on rend le concours comme ça, et puis on verra bien ce qu'on fait si effectivement on a de l'argent en plus. Donc, bon, il se trouve que on gagne, et que ben, on continue le projet, et puis on se dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? On a cette expression brutaliste avec du béton brut. Est-ce qu'on le teinte pour dépenser l'argent? Comment est-ce qu'on va dépenser cet argent? Et puis, on se dit, mais en fait, il y a ces fameuses menuiseries suisses un peu minimalistes qu'on aime bien. Peut-être que ça passe dans le prix, et donc on essaye, on tente le coup. Alors, je dis menuiserie suisse parce qu'en fait, bon, c'est surtout des marques suisses qui proposent ces menuiseries minimalistes, vous voyez, où on ne voit pas la traverse basse, où on a vraiment une continuité de sol parfaite entre l'intérieur et l'extérieur. C'est plutôt les Suisses qui fabriquent ce type de menuiserie. On les appelle et ils nous rient au nez. Franchement, ils nous disent « Non mais attendez, c'est du logement social, ok, c'est à Paris, mais enfin, ça passera jamais. » On n'a jamais réussi à avoir le moindre devis de ces marques suisses je ne vais pas les citer, mais personne ne nous a envoyé d'estimation en disant « Non mais pas la peine qu'on perde notre temps, ça, de toute façon vous ne le ferez pas. » Bon, on s'est tourné vers une marque portugaise d'inspiration suisse qui fait les mêmes détails, et bon, on a eu une estimation, et on s'est dit bah tiens, ça passe, ça marche. Donc dans le budget qu'on a, ça passe, et ben on va le faire. Et donc on a pu tout vitrer et avoir ces grandes ouvertures coulissantes avec effectivement cet intérieur-extérieur, passage intérieur-extérieur. Pardon ? Les garde-corps, la belle théorie. Oui, alors, et puis des garde-corps en verre aussi. Alors le coup, c'est le choix du vitrage aussi, qui est un vitrage extra blanc, et donc qui garde toute sa transparence et qui n'a pas cette couleur verte. Ouais. Et pour les étudiants, il faut dire que ces menuiseries, leur particularité, c'est que le verre est structurel et qui roule en fait sur des galets, quoi. C'est pas le châssis qui est structurel, c'est la feuille de verre, quoi. Ouais, le châssis ne fait que... C'est pour ça que c'est cher. Ne sert que d'accastillage, quoi. Voilà. Ce qui fait que aussi thermiquement c'est très très bon puisqu'on a plus d'épaisseur, on a plus de lame d'air, et donc on a quelque chose de thermiquement beaucoup plus performant qu'une menuiserie classique. Bon, ça vaut aussi 3 ou 4 fois le prix, mais ça a au moins cette vertu. Voilà, donc bon, on a continué de dérouler le fil, et puis bon, on est entré dans les prix avec ces fameuses menuiseries. Voilà, donc je passe un peu rapidement sur les plans. Donc évidemment, d'avoir des grandes menuiseries ouvertes comme ça sur le 20e arrondissement et sur ce paysage urbain, ça pose la question de l'ensoleillement, comment est-ce qu'on gère la protection solaire, et puis l'occultation. Et en fait, il faut vraiment distinguer protection solaire et occultation. Souvent, c'est réglé par un seul élément, c'est le volet roulant. PVC blanc qu'on va dérouler sur la façade, qui fait à la fois occultation et protection solaire. En réalité, c'est deux problématiques différentes. Donc, on peut avoir cette grande façade ouverte, ou bien juste dérouler les stores protection solaire extérieure, couplés avec donc des rideaux qui sont occultants. On les a fait retourner le long des murs, ce qui leur confère vraiment ce caractère occultant qui fonctionne parfaitement dans les chambres. Donc côté pièce de jour sur la rue, on a positionné on a choisi des rideaux plutôt blancs, clairs, et puis au sud, réfléchissant, puis au nord-est, on a positionné des rideaux gris anthracite. Là, c'est la fameuse vue où on voit donc depuis le T4 à la fois sur la cour et sur la rue.
On a pu créer ce type d'enfilade. Hein. On reste sur des surfaces assez petites, donc on évite les couloirs, évidemment, dans la distribution. Et oui, 2,30 m de haut, parce qu'on aime bien avoir un peu de hauteur. On aime bien imaginer que Wembanyama puisse habiter nos logements. Et là, tu es sur 2,50 de haut, Ouais, on n'a pas pu déroger aux 2,50 de haut. Ouais, c'est standard. Pour des questions de gabarit, pour placer le nombre de logements, effectivement, on est resté sur 2,50 m de haut. Donc voilà le détail, hein, finalement, qui est assez simple. C'est une dalle, un rupteur, une dalle en balcon, et puis des menuiseries qui font la jonction, donc de mur à mur et de sol au plafond. Donc pour réussir à faire ça, on a quand même des poutres en console en fait, qui permettent de porter les planchers des balcons de console à console et non pas en encorbellement en porte-à-faux sur l'extérieur. Voilà les détails. Donc en termes de détails et de minimalisme, bon, on lit parfaitement la structure béton, la matérialité béton. Et donc depuis la rue, voilà, qu'on est vraiment en élévation, ça donne ça. On a juste 30 cm de dalle, et dans ces 30 cm de dalle, on a une chape, un plancher chauffant, etc. Enfin tout ce qui constitue, enfin tout ce qui nécessite, tout ce qui est nécessité par l'acoustique et le confort thermique. Voilà. Oui, plancher chauffant. Mais en fait, dès lors qu'on a une chape, le plancher chauffant, il n'est pas plus cher que des radiateurs. Voilà, en termes de matérialité, ce qui était aussi assez intéressant, c'est qu'on s'insérait dans des pignons en briques, on l'a vu sur des images précédentes. Et c'est aussi pour ça qu'on choisissait le béton brut, quoi. Cette brutalité de la brique non enduite, on l'a associé avec ce béton non enduit également. Et puis, bon, on va dire un petit peu de chaleur avec le parquet de chêne et les rideaux. Voilà. Et donc peut-être pour finir, un projet qui est en cours, qui n'est pas encore construit mais qui est en étude à l'agence. Donc toujours pour la RIVP. Je laisse Pierre développer. C'est un projet qui est en phase... on a reçu les offres des entreprises et on est en cours d'analyse, mais ça se présente plutôt bien en termes de budget. La conjoncture est bonne. C'est un projet sur lequel on est associé avec l'agence Charles-Henri Tachon, puisque la RIVP avait sollicité 2 agences. Ils voulaient créer un binôme pour répondre sur ce lot. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez Paris, alors c'est pas forcément orienté nord-sud, mais en tous les cas c'est un projet qui se trouve tout proche de la porte de Bagnolet, et donc dans cette bande qui fait l'objet d'un renouvellement urbain actuellement, donc entre la porte de Montreuil et la porte de Bagnolet. Et donc une bande qui est adossée ici au périphérique parisien, et avec ici le maillage des HBM qu'on retrouve le long des boulevards des Maréchaux. Et donc les bâtiments ici que vous voyez, donc, les 3 petites barrettes ici et cette grande barre pliée là, qui sont des bâtiments existants, donc de l'architecte Crevel, qui date de 1953. Donc ces 3 barrettes dans le projet urbain vont être réhabilitées, et celle-ci va être partiellement démolie et rehaussée. Par l'agence Boideau et PNG. Là aussi un binôme. Voilà, donc ça c'est on retrouve ces 3 barrettes, et donc notre parcelle à nous va se trouver à peu près ici. Donc la particularité en fait du plan d'aménagement, ce que je trouve un peu une anomalie et assez bizarre, c'est que finalement, en fait le plan de renouvellement vise à désenclaver le quartier, on va dire, parce que c'est un quartier assez fermé, et donc à le rattacher un petit peu plus à son environnement urbain, enfin pas au périphérique, mais à ce qu'il borde par ailleurs. Et en fait le plan qui a été proposé
est assez curieux parce qu'en fait, il déplace la voirie existante qui se trouvait à peu près ici pour la ramener ici et la mettre en bordure de parc. Et j'ai jamais compris pourquoi il s'était pas appuyé sur ce qui existait déjà et pour mettre les logements vraiment sur le parc et desservir par la voirie à l'arrière. Ça, c'est pour moi, ça reste une grande anomalie, mais c'est comme ça. Et donc, quand on est dans un projet de ZAC comme ça, on a une fiche de lot et puis on doit s'inscrire dans les choses. Donc nous, on a hérité au concours de cette parcelle, cette espèce de polygone un peu bizarre, et avec lequel il a fallu se battre et se tordre l'esprit. Voilà, donc la parcelle. Alors ce polygone, la particularité... Ah, il manque des infos. La particularité, c'est qu'on a ici, en fait, on a 2 mètres de dénivelé, on va dire, entre la façade ici sur le parc et la façade ici qui vient border donc, ce qu'ils appellent la diagonale ici et le quai Piton. Donc 2 mètres de dénivelé, une forme quand même assez spéciale. Une espèce de rotule comme ça avec de la voirie un peu tout autour. Et puis cette partie en fait qui fait partie du parcenaire mais qui était non constructible on va dire avec l'ancien PLU et qui le devient avec le nouveau PLU, le PLUB qui vient d'être mis en application. Et donc la demande était d'intégrer comme ça un phasage en nous demandant de construire a posteriori cette partie-là avec un dispositif de mur fusible qui permettrait de raccorder finalement les 2 constructions à terme. Donc la fiche de lot, voilà le genre de schéma qu'on peut avoir. Donc on nous demande de tenir des alignements, c'est ce que vous avez en bleu ici, donc en contour de la parcelle, d'activer les façades ici au niveau des angles et puis la façade sur parc et cet angle-là qui se trouve ici sur une placette à la jonction entre l'allée diagonale ici et la nouvelle rue Henri du Vernois. Et puis surtout de créer une sorte de faille de porosité visuelle et paysagère dans le cœur d'îlot. Bon, ce qui était plutôt pas mal puisque donc voilà la fiche de l'eau. Alors c'est pas très précis, hein, vous avez des masses vertes, donc ça c'est les constructions les plus hautes, les masses bleues ensuite, puis bleu plus foncé, etc. qui donnent une espèce d'idée qu'il fallait comme ça construire en étage, avoir des volumes en étage, avec évidemment des balcons ouverts sur le parc, des retraits, des terrasses plantées, un socle traversant, etc. etc. Voilà, donc ça tombait bien cette faille, puisque comme on était 2 agences, et puis qu'en fait la particularité de la maîtrise d'ouvrage, enfin c'est un projet qui est piloté par la RIVP, mais la RIVP va être propriétaire de ces logements et c'est du locatif social, alors que l'autre partie va être restituée à l'OFS, qui est la foncière de la ville de Paris, et donc ça va être du logement BRS, donc de l'accession à prix maîtrisé, enfin de l'achat à prix maîtrisé. Une sorte d'accession sociale qui fait que, effectivement, je crois que c'est vendu un peu moins de 5 000 € du mètre carré, donc à peu près 2 fois moins cher que l'accession, on va dire, classique à Paris. Mais c'est sous condition de revenus, etc. Sous condition de revenus, et vous n'êtes pas propriétaire du foncier, en fait. Et vous ne pouvez pas spéculer à la revente. On ne peut pas revendre. Vous pouvez revendre plus cher suivant l'indice. Tout est indexé suivant l'indice de l'inflation, mais on ne peut pas faire de plus-value extraordinaire en revendant ce logement qu'on achète 5 000 € le lendemain à 10 000 €, quoi. Ce qui est logique. Voilà. Donc c'est une manière d'être propriétaire, mais donc aussi pour la ville de maîtriser de faire en sorte de continuer d'avoir, on va dire, une classe moyenne déjà, et puis aussi de maîtriser le coût du foncier et le coût du logement. Donc la proposition qu'on a faite, donc c'est ces 2 volumes. On a décidé, il nous était demandé ici un volume de commerce à rez-de-chaussée, et finalement on a décidé de créer un volume sur 2 niveaux et de dissocier vraiment, puisqu'il n'était pas dans le même phasage de chantier. Donc c'est ici qu'on a créé, enfin qu'on a fait l'accès au parking et en infrastructure, et de manière à dissocier cette construction de la première phase de projet,
Et puis on a également proposé ici de récupérer l'espace qui ne nous était pas au départ alloti pour mieux gérer la placette. Donc la faille en fait est travaillée sur 2 niveaux, hein, puisqu'on a ce dénivelé et cet effet de socle. Et donc on a choisi de distribuer ici par une placette en bas. Donc on a un centre de santé et puis un centre médical. Donc la partie plutôt publique sur le parc ici, et de gérer toute la partie accessibilité logement, piétonne et vélo sur par le la plateau partie supérieur. supérieure sur l'arrière. En fait, on accède à R+1 au niveau des logements. Donc on a travaillé sur un dispositif en ruban parce que finalement c'est le meilleur dispositif qui permet de faire des logements traversants, et ça c'était un vrai sujet pour nous d'avoir des logements qui ne soient pas mono-orientés, mais qui soient tous traversants, ou en tous les cas avec plusieurs expositions. Et donc finalement c'est comme si vous faisiez une petite barre, hein, vous aviez une cage de circulation, et puis de part et d'autre des logements, sauf que là elle est pliée, elle s'adapte à la forme de la parcelle, et donc elle s'enroule autour d'un jardin ici. Donc la fiche de l'eau nous demandait de créer un alignement total, et finalement nous on crée un alignement mais ponctué par ce creux qui va nous permettre d'amener de la lumière dans les locaux, dans le socle, parce qu'on a quand même pas mal d'épaisseur. Et donc d'éclairer en second jour, en tous les cas, sur la partie arrière, les locaux du centre de santé. Et ce qui va permettre aussi de régler la question des vis-à-vis entre logements et du prospect, et voilà, d'être dans le règlement d'urbanisme. Et donc on construit, c'est 47, j'ai mis 49, je crois que c'est 47. C'est 49, je sais plus, 49. Donc 49 logements, donc comment on dispose 49? Parce que la question de la circulation, elle est fondamentale dans le coût de l'accession. Plus vous allez multiplier les cages, et plus ça va être cher. Donc comment on arrive à distribuer 49 logements avec 2 noyaux? Donc finalement on les a disposés ici, aux angles, pour avoir des appartements complètement traversants ici, un appartement un peu singulier ici finalement qui est le résultat de la combinaison des différentes géométries. Donc un appartement d'angle est plutôt qualitatif. Celui-ci est exposé sur 3 façades, celui-ci sur 3 façades aussi, puisqu'on verra après dans le plan, on a les chambres qui regardent à l'est ici, et puis celui-ci pareil sur 3 façades. Donc finalement un dispositif assez efficace. Donc ce ruban, après, il doit se combiner avec le règlement urbain. Et le règlement urbain à Paris nous donne ici ce qu'on appelle la bande E, en fait, qui est la bande qui donne une profondeur dans laquelle on peut aller au plafond de la construction. Et donc cette bande nous autorisait à construire notre fameux ruban ici au plafond à 31 mètres. Voilà, donc ça c'est la bande de 31 mètres, et quand on arrive au-delà de cette bande, on est soumis à un autre règlement qui est celui du prospect sur la rue. Et donc le règlement du prospect sur la rue, lui, nous autorisait cette figure-là. Donc à savoir que le prospect est rattaché à ce qu'on appelle un plateau de nivellement. Donc vous voyez, c'est le schéma que vous avez en dessous. Donc autant vous dire que c'est assez complexe dans une parcelle qui est comme ça. Et donc finalement, quand vous combinez tout ça, bon, vous arrivez à un volume capable dans lequel vous avez le droit de construire. Et ensuite, il faut aussi prendre en compte les règles d'une construction, de 2 constructions sur une parcelle en vis-à-vis, puisqu'il y a des règles de vue quand vous êtes dans une pièce principale, etc. Et donc, vous devez ici régler les hauteurs de vos bâtis pour pouvoir échapper à l'acrotère, etc., etc. Donc voilà, c'est un projet finalement assez complexe qui s'est petit à petit bâti par l'accumulation des contraintes. Finalement, c'est la contrainte qui va fabriquer la forme urbaine et la forme architecturale. Donc là, on a développé notre partie, la partie OFS. Donc on retrouve ici le gabarit de la bande E, donc qui est le maximum constructible autorisé. Et puis derrière, la déclinaison comme ça en palier de la volumétrie, pour s'inscrire à la fois dans les prospects et respecter les questions de vue principales
au niveau des vis-à-vis. Voilà, donc ça donne une petite axonométrie comme ça, donc avec ici donc le bâtiment de Remington Steele et puis ici le bâtiment de Charles-Henri Tachon. Vous retrouvez donc ici ce dispositif de faille, donc étagé à 2 niveaux avec la petite placette ici qui donne accès au centre de santé et donc sur la nouvelle rue Henri de Vernois. Et puis à l'arrière, une placette en balcon sur cette place inférieure et qui, elle, permet de gérer l'accès piéton et vélo aux 2 bâtiments d'habitation. Et puis le petit plot ici qui sera construit ultérieurement. Donc c'est un bâtiment qui est construit sur 2 niveaux d'infrastructure de parking, puis un socle commun, puis R+9, c'est ça. Donc 9 étages de logement. Donc, voilà ce que ça donne en typologie. Et donc en fait, on cherche quand même une forme alors, je vais essayer de zoomer sur un étage courant, une forme de rationalité, on va dire. Donc vous voyez que les noyaux sont quand même assez compacts. Il y a très peu de circulation commune. On n'est pas dans un projet de promoteur où on allonge les circulations aveugles. Là, on va au plus efficace. Et autour de ce noyau assez concentré, on organise la desserte de nos 3 logements. Donc 3 ici, puis 3 ici. Donc avec les traversants au centre. La typologie un petit peu particulière ici. Ce qu'on a cherché à faire aussi, mais on le verra peut-être après par les façades, c'est d'avoir une composition régulière de pleins et de trous entre la masse pleine et la loggia. Donc voilà, donc en fait les logements sont répétés, on va dire, dans la bande E, puisqu'ils se superposent bien, et en fait là où les logements deviennent particuliers, c'est dans cette fameuse partie dans laquelle on doit descendre au niveau du gabarit, et donc on adapte au fur et à mesure les typologies de logements dans cette partie-là du projet. Donc ça c'est une coupe perspective qui vous redonne un peu le jeu des volumes. Donc avec à l'arrière les volumes descendants, ici le jardin et donc les chancrures sur la rue qui va aller éclairer l'arrière des locaux des centres de santé. Le parking, là il nous manque un niveau. On ne savait pas à l'époque si on en faisait 1 ou 2. Ici donc les commerces, centres de santé, et puis vous voyez donc le dispositif traversant ici des logements. Donc ça c'est une maquette au 20e en cours de réalisation à l'agence. Et puis David, je ne sais pas si tu veux développer un peu plus l'aspect typologique là, peut-être. Ouais, alors j'ai fait une vidéo. Oui, alors donc, puisqu'on parle effectivement des typologies, de standards, non standards, voilà, donc assez classiquement, on a vraiment voulu faire en sorte d'avoir le plus de logements traversants possible, avec en tout cas le plus d'orientation possible. Le seul qui échappe à la règle, c'est celui qui est à l'angle ici. Et puis par ce jeu de redans, effectivement, on trouve quand même des orientations un peu secondaires, mais qui existent quand même, et qui enrichissent, on va dire, cet apport de lumière et ces différents ensoleillements tout au long de la journée. Donc voilà, on retrouve quelque chose d'assez classique avec un grand séjour, par exemple, central à cet endroit-là, qui commande finalement et la cuisine et les chambres et l'espace nuit. On a une chambre ici qui peut être annexée au séjour si toutefois personne ne l'occupe, et qui a son propre accès sur la terrasse. Terrasse donc, qui donne sur le parc, qui est plein ouest sur le parc. Donc ce creux, il permet aussi de gérer quand même l'apport solaire, de gérer un minimum le rayonnement solaire, même si on est à l'ouest, et en tout cas de faire en sorte de ne pas avoir besoin de dérouler les stores qu'on a positionnés en façade. Alors ensuite, des logements très particuliers, ceux-là vraiment non standards, puisque on a on va dire, ces façades un petit peu biaises qui viennent chercher la lumière de l'Est. Bon, cette forme-là, elle est vraiment dictée par le vis-à-vis. On a le bâtiment de Charles-Henri qui est
juste positionnée au nord de cette façade-là. Et donc cette façade-là, elle ne pouvait pas être ouverte classiquement par des trous dans une masse, quoi. Là, on était obligé de créer ces échancrures, ces retraits, et d'avoir ces ouvertures à l'est. Et puis évidemment, à l'est, c'est plutôt mieux que d'avoir des ouvertures au nord. Alors on va parler de matérialité un petit peu et de détails techniques pour finir. On va essayer de faire vite. Bon, alors, donc, comme Pierre le disait, donc cet ensemble de logements construits dans les années 50, il a la particularité d'être construit en pierre. Et en béton. Pierre et béton, mais en tout cas d'avoir des façades pierre, ce qui est assez singulier pour des grands ensembles, hein, c'est un grand ensemble. Et donc quand on répond à cet appel d'offres, à ce concours, on nous dit, il y a un gisement de pierre. On va non pas démolir ces bâtiments, mais certains on va les réhabiliter, et ceux qu'on va déconstruire, ou les parties qu'on va déconstruire, vont permettre d'avoir ce gisement de pierre. Toutes les équipes d'architectes qui ont répondu sur ce lieu se sont dit génial, on va construire en pierre, c'est super, tout le monde s'est rué sur cette idée que on avait ce gisement de pierre. Bon, il se trouve que donc au moment où on répond au concours, on utilise la pierre en place, enfin, dont on allait disposer après la déconstruction. On avait pour ça un catalogue. On nous donne un catalogue en nous disant vous disposez de X pierres de telle dimension par telle dimension, que vous allez pouvoir réutiliser. Donc ça nous fait rêver, le réemploi, c'est quand même une vieille méthode de gisement de matériaux. Donc voilà, on s'inscrit dans le développement durable, dans l'écologie, dans le réemploi, la pierre, etc. Bon. Et puis bon, on gagne, enfin on crée cette image là que vous avez vue au début, donc d'un bâtiment tout en pierre, on gagne, et puis là on nous dit, en fait, bon, les pierres, alors tout le monde s'est rué sur les pierres, il n'y en a plus. En plus, c'est un peu compliqué parce que, certes, il faut déconstruire, donc déjà, c'est un peu plus coûteux que démolir. Ensuite, il faut tester chaque pierre pour voir si elles ont la porosité voulue, si elles résistent à la compression. Et puis, en plus, ensuite, il faut quand même les rénover, ces pierres, parce qu'elles sont pleines de mortiers de joints, etc. Donc, il faut les amener dans un atelier, puis les réacheminer sur le chantier. Un coût colossal, en plus d'une pénurie, qui fait qu'aujourd'hui, donc on a gagné ce concours avec cette image d'un bâtiment en pierre, et on va aller finalement trouver de la pierre neuve dans les carrières de l'Oise. Bon. Donc c'est assez curieux, quoi. La démarche, elle est plutôt vertueuse à la base, et puis on s'aperçoit que c'est en réalité très très compliqué, très coûteux aussi, sur le plan financier. Après on pourrait parler d'un coût écologique, ce serait autre chose, mais en tout cas très coûteux de réutiliser cette pierre, en tout cas de la mettre en façade. Alors ce bâtiment là, cette photo là, c'est le bâtiment que va rénover et étendre PNG et Boideau. Et eux, en fait, ils ont été assez malins, ils ont utilisé cette pierre, mais pour créer des cloisonnements intérieurs, donc une sorte de réemploi, mais on va dire pas en façade, ce qui leur permet donc de récupérer cette pierre, finalement de l'utiliser à un coût un peu moindre que nous, si on l'avait utilisé en façade. Voilà. Bon, je passe assez rapidement sur la volumétrie, donc vous avez compris qu'il y a deux émergences, une de l'agence Charles-Henri Tachon et une qui est plutôt la nôtre, même s'il y a eu un travail de concert. Hein. Et là, on voudrait juste pointer deux choses, justement, toujours sur la question de la pierre. Comment est-ce qu'on construit en pierre aujourd'hui? Comment est-ce qu'on construit en pierre aujourd'hui alors que il faut l'isoler? La construction traditionnelle en pierre, ce n'est pas une construction avec un matelas isolant qu'on va positionner à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de construire en pierre quand on ne va pas pouvoir bénéficier du déphasage thermique que cette minéralité, cette masse, permet? Donc ça, c'était une vraie question. On a un petit peu regardé les projets pierre qui se sont construits ces dernières années à Paris. Alors, il y a un très bon projet, enfin, il n'y a que des très bons projets d'ailleurs, hein, de Barreau-Pressaco, rue Oberkampf. Donc, on est sur de la pierre massive qui fait au moins 23 cm d'épaisseur et un isolant à l'intérieur. Il y a aussi le projet de
pardon, ouais, de Gabrillon, donc, qui est aussi sur ce modèle-là, donc pierre plus isolant à l'intérieur. Et puis le projet de, on m'échappe, l'ancien directeur de l'école de Versailles, de Quinton, merci, qui donc, lui, justement, s'empare de la question du déphasage thermique et de la matérialité de la pierre, et finalement va créer un voile béton, un isolant, et puis une pierre en façade. Et on trouve que cette solution-là, elle est plutôt intéressante, parce que elle restitue cet aspect de déphasage thermique. Et puis cette matérialité, quand on est à l'intérieur du logement, on tape dans le mur de façade et on a de la minéralité, quoi. Alors finalement, quand on utilise de la pierre massive, certes, à l'extérieur, et avec la modénature que ça peut engendrer, donc c'est plutôt intéressant, à l'intérieur du logement, on va se retrouver avec un doublage isolant, une matière un peu molle, et on trouve qu'il y a peut-être c'est pas un manque de cohérence, mais c'est peut-être dommage, en tout cas, de se priver de cet aspect-là. On pourrait faire du chaud-chambre aussi. On pourrait faire du chaud-chambre. Il faudrait une épaisseur assez conséquente. Il faudrait 35 cm. Voilà. Avec le mur tel qu'on l'a conçu, et on va le voir tout à l'heure, on est déjà sur une épaisseur de 54 cm, ce qui est déjà énorme. Bon. Donc, alors c'est intéressant parce qu'entre Charles-Henri et nous, bon, il y a eu un vrai échange sur ce sujet. Charles-Henri, il était vraiment très, très intéressé par l'aspect massif de la pierre en façade, et il a vraiment créé des modénatures. Je ne sais pas si on l'a bien vu, on reviendra peut-être sur l'image tout à l'heure, mais donc des encorbellements, des grosses corniches, etc. Donc la massivité de la pierre, ça l'intéressait. Ça, c'est un détail de Charles-Henri Tachon, où on voit que il incruste la nécessaire structure béton à R+9, hein, c'est pas la pierre qui va porter les planchers, c'est une structure béton. Il incruste ces poteaux béton qu'on voit en gris ici, anthracite, à l'intérieur d'une masse de pierre très importante. En fait, en termes de hauteur, on est limite. C'est le gabarit haussmannien. Aujourd'hui, on est limité à R+5 quand on veut construire en pierre massive. Et sinon, on est obligé d'avoir une structure en béton. Mais non, même à R+5, on est obligé d'avoir une structure en béton. Oui. C'est juste qu'au-delà du R+5, on doit avoir, au-delà de 28 mètres plus exactement, on ne peut plus avoir ce système de mur. On va dire qu'on considère que la pierre n'est plus... enfin, elle est poreuse, elle est trop poreuse. Bon, enfin bref, je vous passe un peu les détails, mais... En tout cas, Charles-Henri, lui, voilà, il était très intéressé, à juste titre, hein, par l'aspect très plastique, très minéral, très fort, par la bonne nature de la façade que permet la pierre. Et donc, il crée cette grosse épaisseur de pierre, et puis il incruste la structure béton dedans, et il isole à l'intérieur, donc avec donc une laine minérale, et puis finalement un placo, quoi, à l'intérieur. Et nous, on s'est dit, bon, on aimerait bien faire un peu différemment, évidemment, c'est le moment d'expérimenter. Et nous, au contraire, donc, on assume d'avoir une pierre en façade qui est un peu moins épaisse. Et donc, ça s'exprime architecturalement par, chez Charles-Henri, on a cette concavité, donc la pierre qui ressort, qui va vers l'extérieur, alors que nous, on la rétrécit, on l'amincit vers l'intérieur, donc on a cette... concavité chez nous et convexité chez Charles-Henri. Donc voilà, donc ce qui crée aussi une parenté d'écriture entre les deux bâtiments et une petite différence en même temps. Mais ce qui fait que nous, on a une pierre finalement beaucoup plus mince, bien moins épaisse. On a cet isolant et au lieu d'avoir ce placo à l'intérieur, on décide d'avoir la structure béton. On voit les poteaux béton qui sont là, positionnés ici, donc le grand gris anthracite. Et entre les poteaux béton, on va avoir une brique de type prorotherme, donc de 20 cm d'épaisseur, qui a elle-même une résistance thermique. Et donc on restitue ainsi la minéralité, on va dire, du mur ancien de pierre. Voilà. Et quand on regarde avec une brique plâtrière, quand on regarde un... Pardon ? Ouais, on plâtre à l'intérieur. Ouais. Donc, quand on regarde un mur finalement haussmannien, enfin d'un bâtiment haussmannien, d'un immeuble haussmannien, on a cette pierre et très souvent on a cette brique plâtrière à l'intérieur qui fait qu'on a un mur totalement minéral, épais, et on a, nous, cherché à retrouver cette sensation, c'est peut-être un peu phénoménologique, mais cette sensation donc de minéralité qui fait qu'on ne va pas
on va pas, quand on tape dans notre mur de façade, tomber sur un son un peu creux quand genre de placo. Et puis évidemment, le déphasage thermique, associé, et là c'est pas un détail, associé aussi à des planchers qui sont des planchers béton. Il nous était demandé des planchers bois, des structures bois, et on a eu une réflexion sur ce sujet en se disant, mais si on fait des planchers bois, qui coûtent vraiment plus cher que les planchers béton, on va se retrouver avec une chape en béton, et puis on va se retrouver avec un revêtement de sol, PVC, ou peut-être du lino dans le meilleur des cas, mais en tout cas, l'habitant, l'usager, lui, il n'aura jamais la sensation du bois. Et donc, comme on avait un petit peu d'argent, on s'est dit, bon, ben, on va plutôt travailler sur des planchers béton. Donc, on assume d'avoir des planchers béton parfaitement acoustiques. Hein. Le béton, c'est quand même très bon pour l'acoustique. On a un système de lambourde avec une isolation, donc une sorte de chape sèche, en quelque sorte. Et puis, on a un parquet massif en chêne. Et donc, l'usager, et on est dans ce bâtiment qui va être voué à de l'accession. Donc l'usager, lui, va entrer dans un bâtiment, et là, il va le voir, le bois, il va le sentir sous ses pieds, et il va avoir cette sensation vraiment d'être dans un bâtiment en bois, ce qui, selon nous, n'était pas possible, en tout cas économiquement, si on avait été avec une structure encapsulée entre des plaques béton et une chape. Et donc on assume parfaitement d'avoir plutôt travaillé sur le béton que plutôt sur une structure bois. Comme vous l'avez vu sur nos 3 exemples, peut-être c'est l'heure de conclure, mais sur les 3 exemples qu'on a proposés, oui, après il y a des détails d'assemblage de pierres, mais sur les 3 projets qu'on a proposés, on a travaillé donc béton bois, béton verre, et puis béton pierre et quand même un peu de bois. Hein. Les menuiseries sont en bois, les volets sont en bois sur ce projet. En fait, on pense que chaque matériau a sa place dans la construction et il ne s'agit pas de les exclure, mais plutôt de les utiliser pour les qualités qu'ils peuvent apporter et les qualités aussi d'usage et de sensation qu'ils peuvent apporter. L'architecture, c'est aussi ça, c'est aussi de la sensation, c'est aussi se sentir bien, se sentir dans un bâtiment construit en bois avec des matériaux plutôt nobles, sains, enfin voilà, en tout cas c'est ce qu'on essaie de viser, quoi. Voilà. Évidemment avec parfois un peu de moyens, ça aide. Et c'est vrai que de travailler sur ces projets, c'est plutôt intéressant, ça permet d'avoir ce type de réflexion plutôt que d'aller vers le classique, on va dire béton plus ITI, isolation par l'intérieur. Juste pour revenir sur les façades, donc ce qu'on a essayé, on essaie toujours d'être un peu radical entre guillemets. Hein, je regarde Isabelle. Mais c'est juste de travailler sur la régularité, on va dire, du meneau, de la largeur du plein et de la largeur du vide. Et tout ça descend parfaitement et s'aligne verticalement. Et aussi, sur un registre de double niveau, quoi. C'est-à-dire que notre ensemble menuisier, finalement, il intègre 2 étages. On est sur un bâtiment qui s'adresse à la grande dimension et qui est celle du parc. Et donc on a travaillé sur, sur cette question de l'échelle du percement, le fait de pouvoir coupler les niveaux les uns avec les autres pour avoir une dimension plus grande, quoi. Et que ce ne soit pas des petites fenêtres. Et c'est aussi ce travail de la loggia, etc., du trou. Voilà, donc ça c'est un chantier qui démarre dans quelques mois. Eh bien, merci. Et avec 2,65 sous plafond, là, on a réussi à être... Sur vos plans, est-ce qu'on peut revenir sur vos plans? Pour le truc non standard, les portes coulissantes, c'est quoi le code? C'est quoi le code? Pourquoi il y a des portes coulissantes, pourquoi il y a des portes battantes? Portes coulissantes, c'est pas courant dans le logement? Ouais. Alors, c'est une question intéressante, en particulier, par exemple, sur cette chambre-là. En fait, on est quand même sur des surfaces assez petites. Hein, on est sur de l'accession sociale, donc les surfaces, c'est pas des grands logements. Et cette porte-là, par exemple, on pouvait pas avoir un débattement intérieur parce qu'on empiétait sur le cercle qui manque sur ce plan. Et donc, on a positionné une porte coulisante. Évidemment. Dans l'autre, vous avez fait des enfilades avec ça. Alors, effectivement, quand on a ce type de plan où on a, on va dire, un séjour qui va commander des pièces,
c'est vrai qu'on aime bien, et on l'avait fait aussi sur le projet Cours des Nous, hein, qu'on vous a présenté tout à l'heure. On aime bien avoir ces portes coulissantes qui vont permettre de créer une sensation spatiale plus intéressante que des portes battantes qui vont finalement Et là, c'est retrouver dans standard aussi, c'est une hauteur 2,30. classique ou 2,30. 2,30 aussi. Ouais. Et ça, on fait 2,30 partout. Nous, Enfin, dans sur le premier projet. chantier, on a eu de la chance parce que l'entreprise sait comment elle chiffre. Donc, ah oui, des portes, ok, c'était le prix. Puis ils arrivent sur le chantier et puis ils font ah, mais c'est 2,30 les portes. Non, elles commandent toutes les portes, elles font livrer les portes sur le chantier. Et nous, on arrive et puis, enfin, David dit mais c'est 2,10, c'est pas 2,30 notre CCT. Ah bon Bon, bah, ils ont repris toutes les portes et ils ont dû recommander des portes à 2,30. Et c'est pour vous montrer comment les projets sont chiffrés, un peu avec les pieds, quoi. Et que quand ils découvrent ça, bah, c'est pas le même prix. Une porte à 2,30 ou une porte à 2,10. Non, mais je dirais que ça pose la question du standard, justement, parce qu'en fait, pour une entreprise, elle va même pas regarder la hauteur de la porte, puisque par défaut, c'est 2,04, point final. Et donc, quand on propose quelque chose de différent, ça passe à l'as, parce que, bah, de toute façon, ça n'existe pas dans le logement des portes à 2,24. Même Les portes palières, tout est à 2,30. Lequel? Celui-là, là? Ouais. Non, l'entrée est ici. Le petit couloir d'entrée, il y a une porte coulissante. Celle-là, oui. Ouais. Qui permet de fermer. Comme ça, justement, dans Parce- le non-standard. Ouais. C'est quand même vachement, du point de vue de la pratique du logement Oui. classique, on va dire. Oui. C'est vachement pas standard du tout. Bon, je sais pas. On met pas de porte coulissante dans les logements. Oui. Oui. Bon, voilà. Bon, Bon, l'idée c'était de parler de standard, non standard et de montrer des projets qui dérogent un petit peu ou qui adaptent un standard à des formes parcellaires, qui adaptent aussi des typologies. Hein. On a fait des T4 en triplex sur le projet à Dunkerque. Et puis là, quelques logements, donc avec des portes coulissantes partout. Il y a des portes à 2,30 en plus coulissantes. Et du parquet. Merci beaucoup. Merci. On va essayer des questions. Des observations, des remarques, des commentaires. Là, ça montre qu'il y a une certaine liberté. C'est plutôt enthousiasmant. Oui. Bon, tant mieux. Tant mieux. Les trois, c'est des concours. Hein. Les trois sont des concours. Ouais. Et les trois sont des bailleurs sociaux. Enfin, bon, RIVP dans les deux cas. Du logement social. Les trois, c'est du logement social, dont accession sociale pour le dernier qu'on a présenté. Ouais. Parce que c'est important qu'ils comprennent que c'est toujours des demandes standards et que là où vous faites justement des réponses pas standards et qui gagnent. Oui. Parce que le premier, vous l'avez présenté comme c'est une fiche de l'eau à concours. Ouais, le premier, en fait, c'est vrai qu'on s'est vraiment dit, enfin à Dunkerque, on s'est vraiment dit, on n'a rien à perdre. Donc, enfin voilà, on propose une typologie complètement différente. C'est vrai qu'on a voulu s'amuser en quelque sorte et ça a marché. C'est vrai que c'était plutôt enthousiasmant. Ouais. Effectivement, je suis d'accord avec ce mot. Et le bois, Mais quand tu fais ça, après, il faut trouver les solutions parce que pour les passages de gaines, etc. Parce que les entreprises collectives, elles montent. Mais là, il a fallu tout distribuer à l'horizontale. Donc, c'est pas dans leur ADN, Non, mais dans leur ça quotidien. change effectivement, oui, certaines choses. Bon. Oui, mais le bailleur, vous avez gagné, il n'a pas fait Bah, plus de problèmes que ça. Le bailleur, il était un peu, je crois qu'on lui a tordu un petit peu le bras au niveau de la mairie, si j'ai bien compris. Enfin, j'ai pas eu les tenants et aboutissants, mais il y avait quelqu'un à la mairie qui aimait beaucoup le projet, qui était architecte, et qui a défendu beaucoup le projet. Et comme le disait Pierre, donc c'était 50 logements, donc 30 individuels et 20 collectifs. Et c'est vrai que c'était écrit dans le règlement de consultation qu'ils n'étaient pas obligés d'attribuer les 50 au même lauréat.
Et il se trouve que je crois qu'ils ont été un peu surpris de notre proposition et qu'ils ont dit, bon, ok, les 30, on les donne à un Dunkerquois, et puis les 20, bon, bah, on va tester cette solution-là. Donc avec ce jardin, cet espace partagé, ces logements qui donnent sur ces jardins qui sont à la marge entre du collectif et de l'individuel, quoi, finalement. C'était ça qui était qu'on trouvait, nous, plutôt drôle à faire. C'était de leur vendre du R+3, mais en individuel. Voilà. Mais du coup, c'est un projet qui a bien fonctionné, quoi. Enfin, les gens l'ont identifié, quoi. Oui, c'est ça, vous avez un retour, du coup, sur la façon dont c'est habité, dont c'est approprié, cet espace Non, pas vraiment, malheureusement. On sait qu'il y a eu un peu de problèmes sur les jardins, en fait, partagés, parce que, bon, à l'origine, on avait écrit dans la notice de concours que il fallait un accompagnement. C'est ça. Il faut absolument que le bailleur social, il s'empare de ce sujet-là, et puis qu'il crée, je ne sais pas, est-ce qu'il est à l'origine d'une association ou quelque chose pour s'emparer du jardin. Donc ça a mis un peu de temps, ça, je crois. Ouais, ça a mis un peu de temps. Après, effectivement, les typologies, donc duplex pour les T3, c'est pas si étrange que ça, mais les T4 en triplex. Et donc, on imagine bien l'adolescent tout là-haut dans sa tour d'ivoire, tout en haut, tranquille dans son coin. Donc, c'était plutôt marrant. Bon, bah, merci. Merci.